Bon, c'est un environnement quand même riche par rapport aux autres. Vous pouvez coder, vous pouvez visualiser vos connexions, vos bases de données, vous pouvez gérer l'interface graphique, tout ce qui est interface, soit comme JavaFX, il n'y a pas de scene builder intégré à l'intérieur. Si c'est également côté visualisation, côté Windows Form, même principe, les éléments sont disponibles. Donc, ceci, boîte à outils, gère tout ce qui est outils, c'est-à-dire création d'objets, si vous faites modèle post, création des composants simples. L'explorateur de serveur, c'est lui qui exporte tout ce qui est base de données, tout ce qui est connexion au réseau, etc. Donc, là, bon, de manière générale, ça c'est l'interface qui permet de créer les projets ainsi que l'ouverture des projets. Et ça, c'est l'ensemble des projets qui sont récents. Voici les bases de données en fait qui sont créées. Maintenant, vous pouvez créer deux types de bases de données sous .NET. Vous pouvez créer ce qu'on appelle en fait les fichiers de base de données. Ça serait exactement un peu comme un fichier Access, mais réellement c'est un fichier SQL Server. Il y a également la connexion à une base de données réelle. Les extensions des bases de données SQL Server maintenant, c'est ça en fait. DBO. Voilà, ça c'est une base de données SQL Server qui s'appelle Parc informatique. Et là c'est gestion employée. Et ça, c'est une base de données qui s'appelle TP Droit Access. Ça, c'est en fait ASP. Mais le fichier de base de données, c'est l'extension .mdev. Donc, c'est un choix. Si vous installez SQL Server, ça pose problème. Pour le moment, vous pouvez utiliser un fichier de base de données SQL Server. Voilà. Sinon, quand même, l'idéal, c'est d'installer réellement, en fait, comment s'appelle encore, SQL Server pour pouvoir manipuler ou bien utiliser le maximum possible, en fait, les possibilités en .NET. Surtout, tout ce qui est crypté de l'information. Un exemple, vous développez une base de données qui gère des employés via des salaires. En principe, n'importe qui ne doit pas voir les salaires de n'importe quel employé. Dans ce cas, vous pouvez crypter les données. Seulement, vous allez visualiser les données que si vous passez par l'application. Là également, l'application ici, .NET, a des fonctions prédéfinies pour crypter les données automatiquement côté SQL Server. Voilà, bon, on va naviguer un peu les menus d'abord. Chaque menu, son rôle, et les menus les plus importants. De manière générale, le menu le plus important, bon, on commence par fichier. Fichier, quand même, c'est lui qui gère tout. C'est avec fichier qu'on crée les bases, qu'on crée les projets. C'est avec fichier qu'on ouvre un projet. C'est avec fichier qu'on gère tout ce qui est, en tout cas, bon, manipulation élémentaire. Puis l'autre menu hyper important également, c'est le menu affichage. Bon, édition, on le sait, c'est qu'il gère. Retour en arrière, ainsi de suite. Bon, ça, quand même, c'est basique. Et il y a également affichage, surtout, qui gère l'interface qui est là. À chaque fois que vous oubliez, bon, vous éliminez ici pour le faire apparaître automatiquement cet affichage. Après, on va un peu jouer sur les éléments. Ces éléments qu'on appelle en fait les onglets qui sont affichés, on peut également les détacher complètement. Ça, c'est mettre en flottant. Autrement, si vous le faites maintenant, c'est détaché. Voilà. Comme ça, si vous l'ancrez, vous cliquez sur c'est ancré automatiquement, c'est ancré à l'intérieur. Si ça bouge maintenant, c'est à vous de voir. Parce qu'en principe, ceci doit expliquer le serveur. Il faut le prendre et le faire glisser un peu jusqu'à ce que ça soit positionné. Vous agrandissez un peu. Donc, l'interface, quand vous pouvez jouer un peu sur l'interface, voilà. Je l'enlève. Ça également, je l'enlève. Pour les faire apparaître juste au niveau de l'affichage. Puis il y a également le menu qui est là, l'outil également qui est hyper important, c'est lui qui gère tout ce qui est connexion à la base et paramétrage aussi de l'interface. C'est un exemple. Vous voulez en fait augmenter la taille des écritures, c'est l'outil qui les gère. Donc le plus important en résumé, c'est file, fichier qui permet de créer les fichiers, les projets ainsi que l'ouverture des projets. Affichage qui gère l'interface qui est là, c'est-à-dire ces éléments, c'est en fichier également, je peux les enlever. Ça également, je l'enlève, après je vais les faire apparaître, etc. Il n'y a rien du tout. Pour les faire apparaître, vous allez seulement au niveau de l'affichage et vous cochez. Il y a ce qu'on appelle l'explorateur de solutions. Sous Eclipse ou bien si sur NetBeans, dès que vous créez un projet, automatiquement le projet est en fichier, c'est-à-dire automatiquement on le met au niveau de l'explorateur de projet. Automatiquement. Ici, si vous lancez l'application, pas de aucun projet n'est sélectionné, il faut l'ouvrir. Mais vous pouvez faire exactement comme ce qu'on fait au côté Eclipse ou bien NetBeans. Vous pouvez créer en fait ce qu'on appelle une solution. Et dans la solution, à chaque fois que vous créez un nouveau projet, vous le créez dans la solution. De fait, ici, sur .NET, il y a la notion de solution et la notion de projet. La solution, c'est le dossier principal. Et le projet, maintenant, c'est réellement le dossier, nous, ce qu'on manipule, qui est dans la solution. Par défaut, à chaque fois que vous créez un projet, le projet est associé à une solution, de manière automatique. Si vous voulez maintenant, vous pouvez d'abord ouvrir la solution. Et dès que la solution est ouverte maintenant, au moment de créer le projet, vous ne faites pas File New Project, vous faites clic droit sur la solution, ajouter une solution. De fait, maintenant, voici ce qu'on appelle l'explorateur de... Il est où explorateur? Voilà, c'est là. Voilà, explorateur de solution est là. Je l'avais enlevé. Je clique ici. Automatiquement, ça revient. Si ça revient, maintenant, c'est à moi de voir. Par défaut, bon, c'est ancré. Il y a également la partie des propriétés. Ça, on en a besoin, les éléments. Bon, vous pouvez tout enlever et le faire apparaître. Ce qui fait que l'élément le plus important, c'est ça, ceci, ainsi que l'outil. Donc, il y a également un élément qu'on appelle ici la barre des propriétés. Ça également, c'est un peu intéressant parfois. Fenêtre des propriétés, c'est là, ici. À chaque fois que vous créez des composants, il n'y a pas de scène builder, rien du tout. Mettez votre composant et venez ici pour modifier.
Il y a également la partie qui gère la boîte à outils ou bien l'explorateur de serveur. Parce que ça, c'est explorateur de solutions. À chaque fois que vous créez un projet, le projet sera visible à ce niveau. Et si vous sélectionnez un composant du projet, les propriétés sont affichées là. Voilà. Par défaut, maintenant, automatiquement, tout est bien fait. Mais parfois, avec les manipulations, il se peut qu'un jour, vous enlevez complètement les éléments. C'est affichage qui les gère. Donc, les éléments les plus importants par défaut, c'est ça. Puis, il y a quoi d'autre? Il y a également la fenêtre qui permet de parcourir ce qu'on appelle boîte à outils. Boîte à outils, c'est où encore? Voilà, ça est là. Je clique, la boîte à outils est là. Il y a également l'explorateur de serveur. Serveur Explorer. Voilà, explorateur de serveur est là. Par défaut, ça vient ici. Je vais le rendre flottant. Je le prends. Je laisse entrer. Il vient ici. Maintenant, je vais jouer un peu avec pour que ça soit en fait affiché exactement là où je veux. Voilà. Cette fois-ci, maintenant, c'est affiché ici et les deux partagent cette jaune. Si je clique explorateur sur ça, si je clique sur ça, automatiquement je passe au niveau de la boîte à outils. Par défaut, la boîte à outils, rien n'est sélectionné. Pourquoi? Je n'ai pas déposé de JavaFX, ici on part en fait WPF. Je n'ai pas déposé de Windows Form, rien du tout, ni de modèle. Dans ce cas, boîte à outils est vide. Il n'existe ici aucun contrôle utilisable. C'est normal, rien du tout. Puis la zone qui est au milieu, la page d'accueil explorateur d'objets, bon ça c'est pas grave, fenêtre définition de code. Je vais prendre en fait quel élément. Explorateur de solution, c'est bon, ça c'est bon, ça. Fenêtre des classes. Okay. Liste des erreurs également, c'est intéressant parfois. Quand je code, à un moment donné, on va m'afficher également est-ce qu'il y a erreur ou pas. Voilà. Là, pour le moment, il y a zéro avertissement. À chaque fois qu'il y a erreur, maintenant, c'est là où on va le noter. Ça, c'est la liste des erreurs. De toute façon, bon, on peut paramétrer, hein, mettre autant d'éléments que vous voulez. De toute façon, ça sera bien organisé. Et surtout, les éléments d'annotation, quand même, ne vous en faites pas. Dès que vous codez normalement, il va vous aligner tous les éléments. Donc, l'interface, quand même, c'est hyper bon. C'est pour ça que c'est un peu lourd aussi. C'est comme Netflix. Quelque chose qui gère tout sera toujours lourd. Parfois, vous cliquez, il faut attendre un peu. Si vous ne faites pas automatiquement, ça va se planter. Parce que ça gère énormément de choses. Alors que Eclipse, lui, il va étape par étape. Tant que tu n'ajoutes pas, ça ne va pas apparaître. Ici, même si tu n'ajoutes pas, ça figure ici. Parce qu'il suffit seulement de cocher pour le faire apparaître. Donc, cette zone, c'est pour les solutions, les projets qu'on va créer. Et à chaque fois que vous créez, cliquez sur un projet pour dire comment je veux démarrer avec quelle classe extra. Allez-y au niveau de propriété, vous faites clic droit propriété. Là, à chaque fois que vous codez, les erreurs seront affichées ici. Si vous connectez à une base de données, les bases de données sont là. S'il y a des composants ajoutés comme SendBit, d'un exemple juste, vous avez ces éléments. Ok, on va maintenant, bon, ça également, il faut que je note ici. Si vous devez créer un projet, le plus souvent, les applications orientées entreprises se connectent à une base de données. Les connexions base de données maintenant, bon, il faut se connecter à tous les EGBD, hein, que ce soit Oracle, MySQL, SQL Server, mais ça vient natif avec SQL Server en fait. Et dès que tu crées ça, le plus souvent même, ils ont enlevé avec la version 2015-2012, mais avant, si tu avais installé 2010, ceux qui ont déjà installé 2010, ils ont automatiquement SQL Server Express. Avant, si vous avez avec 2010, automatiquement on installe SQL Server parce qu'en principe, la technologie .NET est une famille, ça fait partie de la famille de Microsoft. Le fait ici, si je clique ici, se connecter à une base de données, on va monter l'interface qui permet de sélectionner une base. Soit c'est une base de données SQL Server par défaut, ou bien c'est un fichier de base de données, ou bien Oracle. Est-ce que MySQL n'est pas défini? C'est là. Ici, par défaut, ils choisissent ça, Microsoft SQL Server. Et là, maintenant, ils ont choisi comme mot SQL Client. Si c'est Oracle Client. Si c'est MySQL, c'est MySQL Client. Vous voyez, ils ont encore choisi le bon mot, SQL. SQL, c'est pas en fait un serveur, c'est un langage, mais ils l'ont choisi. Voilà. Et même le EGBD, les gens qui ont MySQL, Oracle, Postgres, ils ont choisi encore SQL Server. Le langage SQL combiné avec le serveur. Vous avez vu? Eux, ils choisissent ça. Si je choisis Oracle, ça sera Oracle Client. MySQL Client. Mais ils ont dit quoi? SQL Client. C'est comme si en fait, il n'y a que EGBD, SQL Server qui manipule le langage SQL. Voilà. Là, par défaut, c'est sélectionné, mais vous pouvez le modifier en disant quoi? Ok, moi je vais utiliser une base de données Oracle. Ou bien je vais utiliser une base de données Access. Ou bien une base de données, un fichier. Cette fois-ci, c'est le fichier de base de données SQL Server. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez en fait choisir soit une base de données normale, c'est-à-dire SQL Server, ou bien un fichier de base de données. Ça sera en fait ces fichiers qui sont là, ce sont les fichiers d'extension .mdf. Ou encore, réellement, micro SQL Server, ou bien les anciennes connexions. Les grands en fait le savent, les anciens là, les connexions EDVC. Il faut aller au niveau de panneau de configuration, outils d'administration, vous allez rajouter là-bas une connexion à SQL Server ou à Oracle ou quelque chose. Puis au moment d'attaquer la base, vous n'attaquez pas la base, vous attaquez en fait le fichier ODBC.
mais ça c'est ancien, ça c'est complètement dépassé. On n'utilise jamais ça, on est des connexions. On utilise toujours soit SQL Server ou bien le minimum si SQL Server pose des problèmes, peut-être on vous autorise à être un fichier de base d'un SQL Server. Même Access on le met, mais oublie Access. Voilà. Oracle, lui, dans le cas où votre entreprise utilise Oracle, ou bien votre entreprise utilise MySQL, et la base de données est déjà créée, il y a des langages qui l'attaquent, au lieu de créer une autre base de données SQL Server, dans ce cas automatiquement on continue avec Oracle. De toute façon, .NET peut se connecter à une base de données Oracle. Mais cependant, il faut ajouter ce qu'on appelle comme des extensions en Java. Les JDBC ici, ce sont des DLL en fait. En Java, on parle de fichier .jar. Ici, on parle de fichier .dll. Et si vous entrez en fait dans le répertoire de Microsoft, Windows, vous allez voir beaucoup de fichiers DLL. On les crée avec ça. Voilà, très bien. Par exemple, .dll, on les crée avec ces éléments. Si c'est maintenant Java, on parle de fichier .jar. Comme le MySQL Connector, c'est un jar file. Ici, si vous voulez connecter à Oracle, vous allez télécharger le DLL de Oracle. MySQL, télécharger le DLL de MySQL pour le jeter dans le projet. Dans ce cas, maintenant, vous pouvez utiliser les connexions. Et les connexions aussi, ils ont vraiment tout fait pour que ça soit plus facile. Si c'est pour la connexion, regardez très bien. Sous Java, vous mettez ceci, un résultat 7. Ici, c'est un SQL dépéridé. C'est la même logique. Voilà. Vous avez en fait en Java, connexion. Ici, c'est SQL connexion, ou bien MySQL connexion, ou bien Oracle connexion. Vous prisez tout simplement. Vous avez aussi un élément comme les entiers, tous les entiers également. Ici, c'est entier. Voilà. Vous avez prepare statement ou bien statement, ici vous avez SQL command, MySQL command, etc. Donc c'est la même logique qui est à Java qui est ici. C'est-à-dire le raisonnement de Java, préparation de requête SQL ou bien ne pas préparer, sont les mêmes concepts. On change seulement le mot. Si c'est résultat 7, c'est un dérivateur. Si c'est connexion, c'est SQL connexion ou bien MySQL connexion. Maintenant, le SQL qui est devant précise le type de SGBD que vous utilisez. Si c'est SQL Server, c'est SQL connexion. MySQL connexion. Oracle connexion. Maintenant, par défaut, dès que vous créez un projet, SQL Server est automatiquement intégré par défaut, de manière d'office. Voilà. Faites maintenant, si c'est Oracle ou SQL Server, dans ce cas, maintenant, il faut télécharger le DLL. Voilà. Nous, maintenant, on va réellement se baser sur la technologie .NET à 100%. Donc, on va utiliser 100% .NET. On va utiliser réellement SQL Server ou bien un fichier de base de données SQL Server. Voilà, bon, là, je vais laisser SQL Server. Ou bien, si vous voulez vraiment d'autres choses, c'est à vous de choisir. Non? À chaque fois que vous choisissez, automatiquement, on montre un peu d'explication ici. Voilà. Utilisez cette sélection pour la connexion à MicroSQL Server 2016-2005, ça c'est trop ancien, ou version ultérieure, mais nous on a vraiment 2014, maintenant la deuxième version c'est 2014 et bientôt on va sur 2016 ou 2017. Parce qu'en fait c'est une technologie qui bouge. On est en 2015, moi je dis 2015 mais 2017 est disponible. Cependant, bon, c'est une technologie aussi qui fonctionne avec ou bien qui évolue avec ces systèmes d'exploitation. Si vous avez 2015, vous avez de l'installer au Windows 2007, vous aurez des problèmes. Parfois c'est pas stable, ça ne marchera même pas. Voilà, donc pensez toujours, si vous travaillez avec le .NET, à être à jour même au niveau côté système d'exploitation. Parce que c'est un ensemble, ça évolue. Si vous installez, je vous donne un exemple. J'ai installé Visual Studio 2015. Moi, mon SQL Server, c'est 2012. Si je veux ajouter un fichier de base de données, c'est pas possible. Tant que je ne télécharge pas les composants 2014. 2015 fonctionne avec SQL Server 2014. Ça fonctionne comme avec les anciens. Mais il y a des éléments, si vous voulez le faire, il faut impérativement télécharger les composants 2014 et l'ajouter. Après, je vais vous montrer tout ce qu'il faut ajouter. Bon, surtout en fait, bon, à votre niveau maintenant, on est à la fin d'un cycle. Il faut comprendre les technologies, pas seulement coder. Mais tout ce que vous faites, si un problème, vous devez savoir où se trouve le problème. Pas seulement qu'il y ait des applications qui marchent. Oui, c'est bon, mais vous devez maîtriser la technologie à 100%. Si j'utilise ça, voici ce que je dois avoir. Et si ça ne marche pas, voici le problème. De toute façon, vous savez, sur Internet, vous devez le voir, mais le plus souvent, c'est les gens qui vont Internet, c'est seulement les gens qui travaillent 2 ans, 3 ans, 4 ans sur ces technologies. Vous avez l'argent, vous tombez sur le bon forum, sinon vous allez vraiment chercher. Vous travaillez avec 2015, vous créez un fichier de base de données avec un SQL Server 2012, ça ne marchera pas. Tant que vous n'ajoutez pas, je vais vous montrer en fait les éléments ajoutés, vous n'ajoutez pas quel composant 2014 même. Même si c'est SQL Server 2012, vous ajoutez le composant pour se connecter à un fichier local 2014. Oui. Oui, bon, ça ne sera pas stable, mais ça va marcher. Mais ce qui n'est pas possible, c'est d'essayer d'installer un Visual Studio 2017 sur un Windows 7. Windows 7, quand même, bon, pratiquement ces éléments commencent vraiment à être archaïque en fait. Vraiment, si vous avez un système d'exploitation, vous voulez travailler avec une nouvelle technologie de .NET, pensez à avoir minimum Windows 8, minimum. S'il le faut maintenant, même faites un dual boot, en fait, créer autant de systèmes pour faire travailler de nouveaux systèmes, de nouveaux outils. Et surtout, vous allez voir une fonction qui marche en 2012, dans 2017, ça sera un peu modifié. Si on fait du link, en fait, pour les connexions en base de comme du GPA, les fonctions changent un peu. Voilà. De toute façon, bon, on va explorer.
décoder des éléments. Voilà, bon, ça c'est juste la connexion à la base, ça va revenir. Mais surtout quand même, bon, les éléments les plus importants, c'est ça et ça. Oui, autre chose que je vais vous montrer. Ok, bon, si vous créez une base de données, vous savez que l'interface qui a comment créer des bases dans SQL Server. Vous créez votre base ici, vous créez votre table ici, vous gérez tout ici. On ne va pas au niveau de SQL Server ni au niveau du fichier de base de données. Maintenant, il y a un onglet qui est là. Bon, pour changer la couleur, c'est là, au niveau de police, ici. Là. Voici là où on change les éléments, même la couleur des écritures. Non, non, c'est l'interface seulement, bien sûr, c'est la même chose. Hein. Oui. Lis-moi par exemple les mots que tu as. Oui, outils. Ah, outils. Ah, d'un outil. Oui, en bas, il n'y a pas d'option. Tout à fait en bas. Si, il y a, en bas, il y en a là. Tout à fait en bas. Oui, il y a option. Hein. Peut-être que toi, c'est quelque chose que tu n'as pas, que tu as que moi, je n'ai pas. C'est possible hein, que tu aies des choses que je n'ai pas parce que toi, tu as le plus récent. Mais après, tout ce que j'ai, tu dois l'avoir. Et ça ne change pas également d'emplacement. Oui. Oui. Tu n'as pas connexion à la base de données aussi? Non. Non, non. Donc, au moins d'installer, tu n'as pas installé tous les paquets. Oui, c'est ça. Oui, ça manquait en fait, c'est ça. Oui, tu n'as pas installé tous les paquets, mais en principe, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être au moins d'installer, il y a des paquets chez moi. On va le voir quand on va créer un projet. Parce qu'il y a un ensemble de projets qu'on va voir. Si maintenant il y a des projets qui figurent ici que tu vois, tu n'as pas, peut-être l'installation n'est pas complète. Voilà, tu as installé des paquets, mais d'autres paquets ne sont pas installés. Voilà, peut-être pas. Voilà. Sinon, ici, au niveau de outils, à ce niveau-là, bon, pour modifier en fait la taille ou bien la couleur de l'interface, etc., vous venez ici. Puis, il y a quelque part où c'est écrit concepteur, je crois, concepteur de page ou bien design. Voilà, c'est là, outil de base de données. Au niveau de l'autre, voilà, c'est là. Voilà, concepteur de base de données. Ceci par défaut est coché. Ceci veut dire quoi? Ce qu'ils disent. Ils disent que empêcher l'enregistrement de modifications qui nécessitent une recréation de table. Cela veut dire quoi? Si tu crées une table, tu veux ajouter des champs, tu cliques sur sauvegarder, ça ne marchera pas. On va te demander OK, supprime et tu recrées. Voilà, c'est ce que ça signifie. Donc en principe, ceci doit être décoché. Voilà. OK? Bon, mais ça, on va y revenir parce qu'on va faire les éléments. On va créer des bases de données. OK. Oui, il faut te décocher. Mais oui, cliquez sur OK. Voilà, maintenant, on va voir maintenant cette partie. Bon, ça quand même, c'est là où on va, avec ce menu qu'on va travailler fréquemment. Voilà, pour créer un nouveau projet, maintenant, vous cliquez sur nouveau et vous choisissez projet. Les types de projets, il y a ce qu'on appelle les cybercrits, vous faites du ASP standard. Mais nous, on choisit seulement projet comme ça, on enregistre de tous les projets disponibles. Projet console, ou bien Windows Form, ou bien WPF, ou bien projet ASP.NET, etc. Voilà. Après création de projet, maintenant, vous pouvez ouvrir une solution, ou bien ouvrir ici un projet. Mais le plus souvent, quand on ouvre, c'est toujours en fait une solution qu'on ouvre. Après l'ouverture de la solution, le projet est automatiquement ouvert en bas. On choisit un nouveau projet. On va te proposer les langages qui existent. Les deux langages les plus utilisés sont C# et VB.NET. Maintenant, il y a d'autres langages de programmation, mais c'est un choix en fait. .NET, c'est un ensemble de langages, c'est à vous de choisir. Voici les modèles de langage qui sont par défaut installés. Maintenant, lors de l'installation, par défaut, il se peut maintenant que votre installation ne soit pas contrôlée. Vous avez seulement C#, ou bien vous avez seulement VB, ou bien vous avez seulement les deux, mais pas les autres. Dans ce cas, il faut l'ajouter. Python n'est pas intégré, mais moi je l'ai intégré. Je peux créer en fait des projets Django avec Visual Studio 2015. C'est possible. Et ça, c'est hyper cool aussi. Voilà, vous créez des choses, il vous aide à 100%. Voilà, côté Python. Mais par défaut, vous ne l'avez pas. Donc, vous cliquez maintenant automatiquement, si vous avez la connexion Internet, vous pouvez l'intégrer. Vous avez vu? Là, moi, je peux créer en fait des projets Django, mais ça, chez moi, je l'ai ajouté à l'intérieur. Mais par défaut, ça ne peut pas partir du composant .NET. C'est à vous de l'ajouter. Voilà, mais nous, c'est pas ça notre tour. On ne fait pas du Python ni du Django, on fait .NET. Voilà. Ok, si je cherche maintenant les deux langages, soit C# ou bien VB, ce sont les mêmes types de projets qu'on utilise. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est quoi? C'est le langage qui est un peu différent. Même les classes qu'on utilise, c'est la même chose. Ok, si je suis ici, en fait, Visual C#, ce qu'on va utiliser, il y a ce qu'on appelle application Windows Form, c'est comme suit. Il y a WPF, c'est comme JavaFX. Application console, c'est application, c'est Java Project. Application ASP.NET, c'est J2E.
Application projet portable, c'est l'application pour intégrer dans d'autres projets. Bibliothèque de classe, ce sont des DLL que vous créez maintenant, que vous gérez dans notre projet, etc. Toutes les applications qui existent, ou Java presque, existent ici. Donc si vous venez de Java, comprendre .NET vraiment, ce n'est rien du tout pour vous. Si vous venez également .NET, vous comprenez .NET également, transiter de Java, ça ne sera pas compliqué. Parce que vraiment, ce sont les mêmes... Bon, en tout cas, l'idéal n'est pas du tout complètement changé. Ce qu'on veut, c'est de créer des applications Windows ou bien applications desktop, des applications mobiles ou encore applications web. Voilà. Si c'est web maintenant, on parle en fait application web ASP.NET. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est pas Form, c'est pas Windows, c'est la WPF, mais c'est ça pour le moment. On doit apprendre comment créer des classes, comment créer des interfaces, comment créer des listes, comment créer des dictionnaires, les maps pour le moment. Dès qu'on maîtrise ça maintenant, automatiquement on passe à ça. Surtout la théorie est déjà faite en Java. Zéro théorie, 100% pratique. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est créer des projets, Pour la théorie, j'habite déjà dans Java, on a fait assez de théorie. On a expliqué les notions de classe, notions de dictionnaire, map, même FX, on a un peu expliqué. On passe directement à la pratique. Voilà, donc on va créer un premier projet. Pour le moment, on travaille en mode console, donc on choisit application console. Bon, par défaut, je vous conseille de ne pas modifier ce chemin ici. Automatiquement, pour le moment, si vous n'avez jamais créé de projet, donc si vous entrez dans Project ici, dans Document, Visual Studio 2015, il y a un dessin nommé Project, pour le moment, ce sera vide. Mais dès que vous créez le premier projet, ça sera mis automatiquement là-bas. Mais je vous conseille quand même de ne pas modifier le chemin d'accès. Cependant, moi, je ne modifie pas le chemin d'accès, mais je modifie tout simplement les écoles. Voilà. Je suis IKGI, je vais créer un dessin IKGI, tous mes projets IKGI, je vais mettre là-bas. Voilà, je suis ailleurs, je vais mettre ainsi de suite. Donc, moi, je vais toujours rester dans projet, mais je vais changer en fait l'école. Voilà, ça c'était en fait ASPM ici avec Université Dakar en Pateba. Donc là, j'ai modifié en fait le code, c'est IKGI. Je reviens ici tout à fait au niveau de projet et j'ai créé un nouveau projet. Voilà, IKGI là, c'est déjà créé même. Je vais faire ici IKGI. Voilà, bon, regardez très bien ce que je vous disais par rapport au nom de projet et nom de solution. Dès que vous créez ici un projet, Visual Studio crée une solution équivalente avec le même nom. Si vous voulez, vous pouvez changer maintenant ce nom. Ça n'a rien à voir en fait. La solution c'est le dossier principal et le projet c'est ce que vous allez manipuler. Très bien. Donc le projet c'est mis dans la solution. Pour le moment, c'est pas grave. On va laisser le projet qu'il va créer, on va donner le même nom, ça sera également le nom de la solution. Donc, premier TP, on va créer TPPO. TP1. PO. Hein? Est-ce que? Oui, c'est un cours. Il faut recréer. Comme ça, on va aller ensemble. Recréer. Après, je vais montrer comment vous les recréer tout d'abord. Ok, le projet on l'appelle TP1, PO. Vous avez vu automatiquement il modifie également nom de la solution. Bon, pour le moment, je choisis application console. Pas Windows, ni WPF, ni ASP. Pour le moment, console. Okay. Voilà. Voici l'interface graphique PG. Et vraiment, si vous venez de Java, vous avez vu que ça, c'est pas nouveau pour vous. Vous êtes habitué à voir les publicitative void main avec string crochet alt. Vous allez également avoir classe quelque chose. La seule différence, c'est quoi? Ici, il y a ce qu'on appelle la notion d'espace de nom. Ça. Oui, un espace de nom, c'est quoi? On peut dire que c'est un dossier. Si vous créez un dossier nommé entities, si vous faites clic droit sur le dossier, new class, l'espace de nom sera en fait nom du projet point le nom du dossier. L'espace de nom c'est comme le package en fait réellement en Java. C'est vraiment comme le package, mais ici en fait ça détermine en fait un ensemble de composants. Ici l'espace de nom général c'est le nom du projet, point final. Si je crée maintenant un dossier, l'espace de nom il va ajouter ceci, point, un exemple, entity, il va ajouter ici entities, etc. Voilà. Donc bon, maintenant je vous conseille ceci. À chaque fois que vous créez un fichier, ça y est une classe. Lui, il ne met pas classe, il dit que c'est pas obligatoire. Et pourtant c'est obligatoire. Pourquoi? Si vous vous limitez à ce projet, ok, ce fichier sera visible. Mais dès que vous prenez ce projet, vous appelez dans un projet, les classes ne seront plus, donc c'est obligatoire. Parce qu'en fait, le plus souvent, on crée ce qu'on appelle des fichiers TLL.
pour appeler des projets dans d'autres projets, ou bien on crée ce qu'on appelle en fait des services web, c'est-à-dire les projets seront visibles ailleurs. Dans ce cas, les projets le fichier doit être visible. Automatiquement, ça doit être public. Et si vous ne mettez pas de visibilité, par défaut, la classe est privée. Si la classe est privée, les méthodes également doivent être privées. Voilà. Preuve, vous avez ceci. La méthode s'appelle public static void main. Je vais mettre ici public. Pour dire que la visibilité est publique. Automatiquement, il dit tout. Mais cette méthode que vous voyez ici, dès que vous essayez de l'appeler de l'autre côté, ça ne sera pas visible. Pourquoi la classe par défaut en fait est privée. Voilà. Donc à chaque fois que vous créez un projet, automatiquement oubliez une classe même, ajoutez ces mots-clés publics. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait 4 visibilités sur .NET. 4. En Java, il y a 3. Il y a privé, il y a public, il y a protective. Ici, il y a internal. Internal veut dire quoi? C'est comme public, mais ça se limite en fait à l'assemblage. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est un assemblage. Ok? Maintenant, privé veut dire quoi? C'est visible seulement à l'intérieur, ça on l'a déjà vu, c'est visible à l'intérieur de la carte où il est déclaré, c'est un attribut. Internal est visible dans tout le projet, maintenant il n'est pas visible à l'extérieur. Si c'est visible, c'est public maintenant, c'est visible à l'intérieur du projet partout, mais également c'est visible à l'intérieur des autres projets qui après ce projet. Voilà. Bon, ceci étant fait, si vous terminez maintenant, si vous lancez l'application, vous aurez en fait écran noir qui s'ouvre et se ferme. De ce fait, il faut toujours ajouter ceci en console. Voilà. .readline ou bien en console.readkey. C'est au choix. Voilà. Dès que je lance maintenant, je vais tester. J'aurai seulement écran noir qui va me dire quoi. Tapez sur une touche pour continuer. Absolument rien du tout, rien n'est saisi, donc ça vraiment après l'écran noir. Bon, pour le moment, c'est écran noir, mais on ne va pas travailler avec l'écran noir. Maintenant, si c'est Java, maintenant vous travaillez en mode console juste en bas. C'est-à-dire en fait pour créer des classes, créer des listes. Et après, on va faire réellement pour orienter objet, intégrer avec des bases de données. Je quitte. Bon, allons-y, chose sérieuse. Automatiquement, on crée une classe. Voilà. Avant de créer la classe, ici maintenant il n'y a pas de notion de dossier. Il n'y a pas de paquet, c'est la notion de dossier. On va créer un dossier. Clic droit, ajouter. On va choisir nouveau dossier. Voilà. Le dossier, je vais l'appeler Entities. Si c'est actif, il fait clic droit sur le projet. Il faut arrêter le projet, il faut arrêter l'exécution aussi. Voilà. Clic droit nouveau dossier. Bon, on va créer quelque chose de simple. Hein. On va créer quelle classe? Par convention. C'est une convention quoi. Ok, on va créer en fait une application qui gère les établissements avec les résultats au niveau des examens établissements secondaires quoi, au niveau des examens publics comme le baccalauréat ou bien BFM. On prend le lycée des Gaïs, chaque année on a maintenant ces résultats au niveau du bac, ça forme de pourcentage en fait, une valeur juste. Donc on va créer deux classes, classe établissement et résultats. Voilà. Ok, première classe, on fait clic droit sur Entities, ajouter. On choisit classe. Classe, je vais nommer comme classe établissement. Comme en Java, hein, par convention, classe. Par convention, les classes commencent par une lettre en majuscule et le reste est écrit en minuscule. Établissement. Bon, l'extension n'est pas obligatoire, même si vous ne le mettez pas, il va l'ajouter. C'est comme bon, la création des classes en Java. Faites clic sur New Class, mettez seulement le nom, quand extension automatiquement il l'ajoute. Voilà. J'ajoute ici une classe et regardez très bien le namespace. Ce n'est plus ça. TP un seulement, il a ajouté .ça. Voilà, c'est ça l'espace de nom. Voilà. C'est comme les packages en fait. Voilà, j'ajoute en fait ici une deuxième classe, ajouter. Et vous avez vu, à chaque fois que vous créez une classe, il n'ajoute pas public. Il faut ajouter toujours public. Voilà.
public, classe, je vais mettre ici résultat. Résultat. Je vais vous montrer maintenant 3 méthodes de création de classes en C#. Voilà. Donc je vais créer une 3e classe. Comme ça, dans chaque classe, je vous montre une méthode à utiliser. Il y a établissement, il y a résultat, et il y a ville. Chaque établissement en fait, est dans une ville au Sénégal. Donc j'ajoute ici ville. Donc je vais vous montrer directement les 3 méthodes de création de classes en C#. En général, maintenant, il y a une seule méthode. Ici, ils ont 3. Voilà. Donc ici, j'ajoute classe. La classe, je l'appelle ville. Voilà. Je commence par ville. Ville, maintenant, je vais prendre la méthode que vous avez l'habitude d'utiliser en Java. Constructeur avec argument, sans argument, getters, setters, sans problème. On va l'utiliser. Donc ici, d'abord, on ajoute ici public. Bon, ville, maintenant, je vais supposer que ville est caractérisée par un ID, c'est-à-dire un numéro, qui est un entier, int, IDV. Un deuxième élément privé, string, le nom de la ville. String, novel. Voilà, donc il n'y a pas de généré, hein. Encore doit coder. Voilà, ici quand même la méthode de Java, il ne t'aide pas, il te demande de coder. Maintenant sa méthode il peut générer, mais cette méthode c'est à toi de coder. Donc on crée d'abord le constructeur avec argument sans argument. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence du tout. Public, ville, exactement comme en Java. Ça c'est le constructeur sans argument. Je passe maintenant au niveau au constructeur avec argument. Ville, entre parenthèses, je vais mettre ici int, idv, virgule, novel. À la ligne. This.idv reçoit idv. This.non reçoit non. Donc voici les deux constructeurs avec argument et sans argument. Et je passe maintenant aux getters et aux setters. Je commence par les getters. Il n'y a pas une méthode de non, là on saisit. Voilà, on saisit. Maintenant, ces méthodes maintenant qu'ils ont forme, là tu peux générer. Mais avec ça, il n'y a pas de générer. Voilà. Ok. Là maintenant, on passe au getters. Vous avez vu qu'il n'y a pas de différence. C'est exactement comme en Java. Voilà. On passe maintenant aux getters. C'est public. Je commence par get idv. Et return this.idv. Il y a le type de retour. Puis je passe au type string get novel return de this.novel. Et enfin maintenant les setters, c'est public void set idv int idv. This.idv reçoit idv. Deuxième public. Void. Il y a une convention que je ne peux pas respecter quand même. C'est que les méthodes en .NET, par convention, ça doit commencer par une lettre en majuscule. Que ce soit setters, getters, de préférence, ces éléments doivent commencer par une lettre en majuscule. Donc c'est set. Voilà. Novel. Et je lui donne aussi un string. Novel. This.novel. Bon, là, vraiment, on n'a rien appris de nouveau.
C'est exactement ce qu'on faisait en Java qu'on vient de faire et ça marche sans problème. La deuxième méthode maintenant est 100% .NET. La troisième méthode également sera 100% .NET. Vous allez voir que la deuxième méthode et la troisième méthode sont 1000 fois plus rapides que ça. Ici, on n'a plus de temps pour créer. On n'a même pas besoin de générer tout ça. Maintenant, .NET dispose d'une méthode qui permet de générer d'un coup, sur une même ligne, créer attribut, créer getter et setter sur la même ligne. Voilà. Ça, c'est une deuxième méthode en fait. Get, set et créer sur la même ligne. Voilà. Donc, je peux cliquer sur enregistrer tout. Et je vais maintenant au niveau de l'établissement. Voilà. Pour créer en fait sur .NET, un élément qui est déclaré en privé est un champ. Un élément qui est déclaré en public est un attribut. Nous, en général, au niveau des classes, on parle de la notion d'attribut et de la notion de propriété. Même principe. Attribut et propriété, pour .NET, c'est public. Dans ce cas, pour créer une propriété, il suffit tout simplement d'écrire ça propre. Et vous tabulez deux fois. Dès que vous tabulez deux fois, il va vous écrire sur la même ligne une propriété. C'est ça qu'il appelle en fait une propriété. Et par convention, les propriétés commencent par une lettre en majuscule. Je suppose que l'établissement est caractérisé par un numéro d'établissement, par un nom d'établissement. Voilà. J'ai mis ceci. Donc là, j'ai dit ceci. Il y a num E comme établissement. Ceci veut dire quoi? Pour numéro, j'ai déclaré l'attribut, j'ai créé son getter et son setter sur la même ligne. Je peux également faire la même chose comme avec propre. Je tabule deux fois. Cette fois-ci, je déclare en fait un string. Dans le niveau du string, maintenant, c'est le nom. Je vais mettre ici nom comme nom établissement get set. La classe est OK. Avec ça, quand vous allez un peu plus vite. Donc, les constructeurs ne sont pas trop obligatoires. Pourquoi les ne sont pas obligatoires? Parce qu'on construit par le constructeur sans argument. C'est le constructeur par défaut. Avec ça, on ne perd pas du temps. À être là, créer, getter, setter, ça prend tellement de temps. Même avec générer, ça prend du temps. Vous générez tout simplement ceci. La classe est automatiquement créée. Sur une même ligne, on a défini la propriété, on a défini son getters et son setters. C'est tout. Oui. C'est la même chose. Oui. On choisit. Voilà, c'est la démocratie. Voilà. Experiments, tu choisis. De toute façon, avec majuscule, c'est la classe. Sans majuscule, c'est un objet simple. C'est comme intégrer une. Ok. Troisième méthode maintenant, qu'on va utiliser ici au niveau de... Bon, là, est-ce que je vais ajouter public? Voilà. Troisième méthode maintenant au niveau des résultats, toujours public. Bon, on définit d'abord cette fois-ci, on ne définit pas de propriété, mais on définit un champ. Je vais écrire ceci. Les champs en .NET maintenant, c'est en privé. Privé, tout le résultat, chaque résultat a un numéro. Je vais mettre ceci. Int, par exemple, je l'appelle ici IDR. L'ID. Ceci est un champ, ce n'est pas une propriété. On doit maintenant générer la propriété. C'est au choix. Après avoir défini ça, le champ, on peut définir soit son getter, son setter, ou bien on définit la propriété. C'est facile. La propriété en fait permet d'avoir à la fois getter et setters. Donc pour générer la propriété, vous mettez ici CTRL R1. Mettez le curseur d'abord ici à la fin, là, et vous cliquez, tapez sur le touche CTRL, ne c'est pas CTRL, et vous mettez R1. Si ça ne donne pas de résultat, il faut l'écrire en majuscule, mais ça va donner le résultat en fait. Vous avez vu ici, il te montre le cheminement. Il est en train de te montrer ceci. Tu as défini en fait un privé, c'est le champ, et voici le code correspondant. Les propriétés sont écrites en majuscule IDR. Il va te montrer la même chose, mais cette fois-ci c'est un champ, avec la valeur get et avec la valeur set. Get permet de retourner, set permet de... Voilà, très bien. Et je clique sur appliquer. Et il me crée le champ. Voilà. Ça c'est une troisième méthode. Maintenant, nous, au moins de coder 100%, on va privilégier ces méthodes. Soit ça ou bien d'autres méthodes, mais pas avec les anciennes méthodes de Java. Voilà. On va faire 100% .NET. Voilà. Deuxième propriété. Oui. CTRL R1. Voilà, mais il faut d'abord définir la propriété, le champ. On passe maintenant à la valeur. Vous savez que les résultats sont obtenus à une année donnée, année 2017. Baccalauréat, examen, le nom de l'examen, on a tel résultat. Voilà. Donc, le résultat, on va choisir ici l'examen. Donc, l'examen, même principe, on va le définir d'abord en privé. C'est en string. On va mettre ici examen. Voilà. Il est même possible de définir aussi la classe examen. Même principe, contrôle, après avoir défini privé, contrôle R1. À côté, il va te montrer. Tu as écrit examen avec E minuscule. C'est là. Il va également définir examen avec E majuscule.
Comment? Pourquoi? Rien du tout, j'ai seulement fait la même chose. Contrôle erreur. Pourquoi je mets ça? Ouais, on a les résultats dans un examen, non? Pour les établissements. L'examen c'est baccalauréat ou BPM, quoi. Ouais. C'est ça que l'examen. C'est avec le nom de résultat qu'on a l'examen sur un examen, quoi. Voilà. Là, on a défini la propriété là. Plutôt, le champ est là et la propriété est ici. Je continue. Bon, je peux l'organiser un peu pour mettre toujours en fait la propriété avant. Comme ça. Après, je vais expliquer le code un peu. Puis, j'ai défini maintenant pour chaque examen maintenant le résultat. Il y a une valeur 50%, 70%. Voilà. C'est des pourcents. Donc, je vais définir en double. Private, double. Valeur, résultat. Contrôle erreur. Appliqué. Voilà. Pour cet examen, l'établissement a eu tel résultat. Et l'examen également est défini à une année précise, donc ça sera privé, int, année 2017 ou bien 2014. Voilà. Contrôle erreur. J'applique. Alors, ça marche. Enfin maintenant, l'examen est associé à un établissement. C'est-à-dire l'examen, le résultat qui est là, c'est juste pour un établissement. Donc je vais mettre ici aussi en privé, établissement cette fois-ci, espace. C'est en C#, je peux l'écrire en minuscule, établissement. Établissement. Établissement, établissement. Même principe, contrôle erreur. On applique. Et là, ça marche. Voilà, on a défini terminé avec la classe. Donc, voici les trois méthodes de création de classe en C#. Soit vous utilisez la méthode de Java avec les getSeters, ou bien vous utilisez la méthode de propriété seulement, ou bien la méthode des attributs, ou bien la méthode des champs combinés avec les propriétés. De toute façon, les privés ne sont pas visibles à distance. Il n'y a que les propriétés qui sont visibles. Une propriété est définie en public. Et par convention, ça commence par une lettre en majuscule. Les champs sont définis en privé, et par convention, ça commence par une lettre écrite en minuscule. Ok, bon, on vient de voir en fait la création. On va essayer maintenant de les exploiter, de les consommer, pour voir maintenant comment on instancie chaque type de classe et comment on l'utilise. Pour cela, bon, on accélère, on va directement créer des interfaces. Donc je vais créer un dossier nommé contrôleur, où on va définir des interfaces avec des implémentations d'interfaces. On ajoute un autre dossier nommé ajouter dossier que je vais nommer contrôleur. Dans contrôle, je vais définir trois interfaces: i établissement, i résultat et i ville. Bon, par défaut maintenant vous ne pouvez pas voir ici interface, choisissez classe. De toute façon, moi de choisir classe, il va te montrer en fait l'interface de création des classes. Tu en profites pour choisir l'interface. Voilà. Ou bien tu crées la classe. Dès que tu termines, tu changes là où tu as public, tu fais public interface. Ça également c'est une possibilité. Voilà. Donc là on choisit interface. Première interface, ce sera e-ville. On ajoute public. Deuxième interface, c'est e-établissement. Troisième interface, c'est e-résultat.
commence par ville, une ville. En C# maintenant, les interfaces n'ont pas public. Il te dit ceci. Définir la visibilité au niveau de l'interface, les méthodes auront la même visibilité. Donc, impossible de mettre ici un public, ou bien privé, ou bien protecté. De toute façon, toute méthode que tu écris, sa visibilité, c'est la visibilité de l'interface. C'est automatique. Si j'essaie d'écrire ça, public, un exemple, je retourne en fait une ville. Ville. Espace, bon, c'est une ville que je veux retourner. Bon, ça également, bon, ça va toujours vous arriver. Hein. Lui maintenant, bon, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de contrôle espace. Hein. Si vous voulez, il ne va rien préciser, donc c'est pas grave, vous écrivez jusqu'à la fin et vous revenez. Donc je vais définir une méthode nommée saisie. Saisie, comme ça. Non, non, c'est pas grave, attendez. Voilà, voici la méthode que j'ai définie. Vous avez vu la méthode, c'est automatiquement souligné. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le modificateur public n'est pas valide pour cet élément. On ne précise ni public ni privé. Ceci, on l'enlève complètement. Et vous mettez ville. Cette fois-ci, la fonction, il n'y a pas de problème. Son problème, c'est quoi? Il faut qu'on importe ça. Pour importer maintenant, il n'y a pas de contrôle espace pour importer. Non, non. Il y a deux solutions. Dès que vous écrivez quelque chose, il y a une lampe qui va vous aider. Il est toujours là. Si vous avez la chance, il vous dit que using, oui, vous avez la chance. Si vous dites pas using, c'est mal écrit. Voilà. C'est-à-dire, si je clique ici, vous allez voir qu'il va me dire using. J'ai la chance, automatiquement, je clique. Mais si je clique ici, ok, la lampe sera là, mais vous n'aurez jamais quelque chose. Il n'y aura pas de proposition. Même si je clique en fait, oui, la lampe encore, ça est là, il va me demander de créer. Ça, je le dis en Java. Il ne faut jamais choisir create. C'est le même principe. Il ne faut jamais créer. Si vous créez, il va créer une nouvelle classe à côté. Il n'y aura plus d'erreur, mais ce n'est pas bon. Vous allez essayer d'accéder aux méthodes qui sont de l'autre côté, or il va vous regarder les méthodes qui sont ici, il n'y a pas de méthode. Donc on ne choisit jamais créer. À chaque fois, si vous ne voyez pas using, using c'est comme import. Ici pour importer, voici les mots-clés qu'on dit using. Using des éléments, là-bas c'est import. Donc déjà, il faut bien l'écrire. Dès que c'est écrit maintenant, vous choisissez automatiquement. Ou bien, vous faites clic droit sur l'erreur. Ici, et vous demandez en fait action rapide. Montre-moi ici, montre-moi la méthode la plus rapide. Je clique faire un using. Je tape sur entrée et ça marche. Au lieu d'être là à rechercher des clics, est-ce qu'il y a une lampe ou pas, clique droit action rapide. Il te montre la proposition, tape sur entrée automatiquement, il fait un using de TP1 avec entities. Voilà. Et là c'est bon. Donc, premier constat, première différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de visibilité. Il n'y a ni public, ni privé, ni protecté. Laissez comme ça, automatiquement la visibilité est ça. Ok, donc on va également définir une méthode de saisie, donc ça sera void, plutôt affichage. Void, affichage. Entre parenthèses, on lui passe aussi une ville. Okay. C'est l'environnement, le projet de là, tout là, ainsi de suite. C'est lui qui après compilation, qui gère tout. Voilà, il gère le système, ainsi de suite, tout là, il gère le système. Voilà. Voilà. Hein? Et à l'intérieur, hein? Donc ça sera historique alors. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça va tout en fait bon. Voilà. Ok, maintenant on va au niveau de établissement. Même principe, on définit une méthode saisie, bon, qui retourne en fait un établissement. Établissement saisi. Et on importe action rapide. Void. Affichage. Enfin, les résultats. Mais il y a quelque chose qu'on avait oublié au niveau de l'établissement. Un établissement est dans une ville. Un établissement est dans une ville. Donc quand on dit un établissement, on doit saisir la ville. C'est-à-dire quand vous définissez ça, j'avais oublié aussi la ville. Hein. On doit ajouter ceci. Là, au niveau de l'établissement, on doit ajouter une propriété, ville A.
ces villes qu'on doit mettre là. Ah, tu as oublié. Non, non, tu t'habiles 2 fois. Tu écris propre et tu t'habiles 2 fois. Ville, ville. Ville. Voilà. Voilà. Chaque établissement a un numéro, a un nom, mais également se localise dans une ville. Et dans une ville. Voilà. Donc je vais l'appeler ici ville. Directement, oui. Allons-y maintenant au niveau des résultats aussi. Même principe, résultat. Résultat, je vais définir ici saisie. Voici mes 3 interfaces que j'ai définies. Établissement, saisie et affichage. Résultat, saisie et affichage. Ville aussi, saisie et affichage. C'est aussi vous admirez également, il faut admirer la puissance de Java. Ouais. C'est la compréhension Java qui permet de vraiment que ce soit un peu facile pour vous. Mais si vous n'avez jamais fait de Java, c'est exactement comme le cours de Java initial. Voilà. Tout ça c'est à expliquer avec un cours normal. Voilà. C'est-à-dire si j'avais commencé par le cours .NET, toute la théorie que j'ai fait en Java, je vais le faire ici. Voilà. Mais comme déjà il y a un cours de Java quand même, bon, la théorie c'est pas grave. Ok, maintenant on doit les implémenter. Clic droit. Classe. Ok, donc la classe je vais l'appeler par exemple ville ample directement. Ville ample. Pour dire que la classe qui implémente l'interface ville, e-ville, public ville ample. Une autre classe. Résultat ample. Résultat ample. Ensuite, une classe qui s'appelle établissement M. Voilà. Pour implémenter maintenant, en Java c'était implements. Ici c'est 2 points. Voilà, c'est-à-dire si je viens au niveau de i-établissement M, si je veux dire que ceci implémente i-établissement, je vais mettre 2 points, i-établissement. Je tabule, il va souligner, c'est normal, c'est CI en rouge. Voilà, vous cliquez toujours sur la lampe, va vous demander d'implémenter les méthodes, implémenter l'interface. Vous faites double-clic, il va redéfinir les méthodes. Qui a écrit une classe ou bien une interface? Oui, et établissement, c'est une classe ou bien une interface?
on implémente I résultat, il faut implémenter les autres pouvoirs. Vil M, I vil. Voilà. Et là maintenant il attend tout simplement des saisies ainsi que l'affichage. Voilà. Je commence par le plus simple, c'est vil. C'est bon? Là-bas c'est bon. Regarde l'interface. Est-ce que c'est la même chose que tu as écrit? Regarde l'interface ici. Si au tableau. Regarde d'abord, est-ce que tu as ça? Ça c'est bon. Écris exactement ce que j'ai écrit. Si c'est autre chose qui modifie. À la place de phrase, à la place de phrase. Il faut le modifier ici. Écris interface. Écris interface. Oui? Signature. Il a signé ou bien qui a signé? Tu as quel niveau? Interface ou bien implémenter l'interface? L'interface est bien créée. C'est quelle interface? C'est quelle interface? Regardez, c'est la même chose qui est là. C'est toute la visibilité aussi. C'est tout. Oui, c'est normal, on a cliqué sur la lampe, t'as vu? Là, on a cliqué sur la lampe. Lampe, la flèche aussi. Oui. La lampe est là, clique sur la flèche aussi. Ah, c'est top. Tu peux bouger le curseur. Avant de cliquer, il faut regarder ce petit clic. Ah, on va cliquer, on va regarder. C'est bon? Alors comment faire le plus facile? C'est vil am. On le saisira vilement. Bon, pour saisir ici c'est plus facile qu'en Java, il n'y a pas d'objet. Scanner, ni descripteur de reader. C'est console.readline, point final. Console, on lit ce qui est écrit à la ligne. Voilà. Pour afficher, il n'y a pas de truc, c'est système, c'est console.writeline, point final. Là, quand même, bon, le langage quand même par rapport à Java, c'est plus facile. Quoi. Voilà. Donc, Bara a dit que comme c'est plus facile, il va en profiter pour s'orienter vers d'autres. Voilà, donc ici on instancie d'abord établissement. Établissement E est égal à new établissement. Voilà. Et on fait un return de E. Et non, c'est vide. Au niveau de ville P. Voilà,
ville est égal à new ville. Pour afficher maintenant ce console.write line pour aller à la ligne. C'est system.out.println. On dit quoi? Surtout, il n'y a pas trop de différence avec l'autre quand même. Et pour saisir, en Java, comment on fait pour saisir un entier? On le convoque en mettant quoi? Integer.parse de int. Ici, c'est le même principe. On fait ceci. Int, c'est pas integer, mais c'est int.parse, entre parenthèses, vous mettez scan.nextLine. Ici, c'est console.readLine. Là, c'est console.readLine. Vous savez qu'on peut saisir en même temps les mettre dans un setter, n'est-ce pas? Donc on peut dire ceci, v. Ou bien c'est pas grave, on va y aller étape par étape. C'est bien de factoriser dans. Ok. Point 7, IDV. Voilà, donc c'est pas du tout loin de Java, hein. C'est int.parse, la integer.parse, ici passe de int, ici c'est int.parse. Console.readLine, toutes les lignes sont supposées être des chaînes de caractères, donc on doit les transformer en entier. L'idée qu'on se dit maintenant, on utilise le CTRS. Comme c'est vide et c'est pas compliqué du tout, là je vais passer maintenant à la saisie de nom. Non V, comme c'est chaîne de caractères, là je vais éliminer le int.parse et je vais mettre ici un string. Le CTRL c'est 7n. C'est bon? Copier-coller, modifier. Dans ville. Soy ville Anne. Italie. Où est la machine? Anne machine. Ah. Tu n'as pas installé. Tu as quelle version de Windows? Et pourquoi tu n'as pas installé? Ça va marcher. Ça va marcher. Tu n'as pas insisté. Moi j'ai vu. La connexion était stable. Oui, mais il y a des gens qui partagent. Il y a des gens qui partagent la connexion. Il y a des gens qui partagent la connexion qui est stable. Ah, c'est parce qu'au niveau des sites, vous avez pris une mission. Voilà, c'est bon, suivez. Voilà, on passe maintenant à l'affichage, c'est console. Console.writeLine. ID de la ville. La concaténation exactement comme en Java.
Voilà, bon. Avant de continuer, on va essayer de tester ce qu'on vient de faire. Je vais d'abord déclarer si IVIL, IV est égal à vil M. Je vais factoriser parce que il dit que factoriser c'est bien, donc je vais mettre ceci IV.F, je lui passe IV. Ceci. Comme factoriser c'est mieux, on va factoriser avant. Voilà. Oui. Pourquoi dans l'implémentation, Oui. si j'enlève les formules là, notre implémentation, Si tu enlèves, ça me donne erreur. si tu enlèves quoi? Exception. Quelle exception? Ici, il y a une exception ici. Non, non, il n'y a pas d'exception. Si tu enlèves quoi? Tout à l'heure, il y avait erreur. Vous voulez poser des questions là. Il n'y a plus d'erreur. Non, il n'y a plus d'erreur. Donc c'est pas grave alors. C'était une exception. Ok, bon, on exécute. Là, on me demande de saisir une ville. Ville numéro 1. Fatick, ma ville. IT ville 1, nom de la ville Fatick. Et là, ville marche, sans problème. Au niveau de l'implémentation. Hein? J'ai la même chose. Rouge à quel niveau? Oui. String. Ça signale ça. Sur quelle ligne? Sur quelle ligne? Sur quelle ligne en fait? Eh bien, il doit revenir en fait pour signaler les réflexes. Par exemple, il doit revenir. Tu as bien fait aussi, mis aussi le return V. Ok, c'est bon, on passe maintenant à établissement. Oui, allez, il y a quoi?
quel niveau? Ok, bien. Il veut installer quoi? C'est 2010. 2015 que c'est 8.0 qui n'est pas réglé. Voilà, c'est 2012 aussi. Il faut chercher une vidéo sur 2012. Hein? Ah, normalement, c'est du fait de ça que ça doit marcher. On va voir au niveau de tes guetteuses aussi, est-ce que c'est bien créé? Les guetteuses là-bas, ainsi que les setteuses aussi, ville. David, vérifie très bien les guetteuses et les setteuses que tu as créées. Voilà, allez-y maintenant au niveau d'établissement M. Là, je vais définir un établissement. Voilà, bon, la deuxième méthode au niveau de l'établissement ici, suivez. Voici la méthode qu'on avait utilisée, la méthode des propriétés. Dans ce cas, ces éléments sont à la fois visibles à l'extérieur pour la modification ainsi que pour la récupération de la valeur. Donc il n'y a plus de getter ni de setter. À chaque fois que vous voulez saisir, si c'est un entier, vous mettez le nom de la variable point num reçoit. C'est affectation directe en fait. Reçoit point int point parse entre parenthèses console point readline. Voici la principale différence. Si c'est setteuse, on met 7. Si c'est cette méthode maintenant, cette variable est à la fois attribut, getteuse et setteuse. Ici, il joue le rôle d'un setteuse. De l'établissement. Ok, ce qui reste maintenant c'est quoi? Je dois préciser la ville de l'établissement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de saisir la ville de l'établissement? Non, parce qu'il y a en fait une méthode qu'il a déjà fait. Qui l'a fait? C'est eVille qui a déjà saisi. Donc je vais instancier ici eVille imple, puis je vais faire la méthode saisie que je vais passer à E. Voilà. Donc je vais dire ceci, saisir de la ville, je vais mettre ceci eVille.
une variable, par exemple IV, est égale à new IV ample. C'est également possible de faire ça. C'est là hyper cool quoi. Regardez, au lieu de regardez ce que je vais faire, j'entre ici et je commence à définir les produits. Automatiquement il va les voir. Je fais ceci et je lui passe la saisie. Ça. Non. Il y a tellement de possibilités dans ce langage. C'est tout. Virgule, virgule. Il donne la deuxième valeur. Ainsi de suite. Vous avez vu ça? Il n'y a que .NET qui peut faire ça. Et dès que vous entrez dedans, il va automatiquement voir les propriétés sans problème. Voilà. Mettez seulement ceci, virgule, et vous mettez N, il te montre la preuve qui reste, c'est ça. Vous lui donnez une valeur. Un exemple. Virgule. Je lui donne maintenant ce qui reste, contrôle espace, il sait que ça qui reste, c'est un objet de nu. Il crée l'objet. C'est un vrai langage. Microsoft, c'est des fous ces gens-là. Voilà, bon. Vraiment, ils sont hyper forts. C'est un langage vraiment qu'on manipule comme on veut. Toutes les possibilités, tout ce que tu peux imaginer en programmation, vraiment, ils ont déjà imaginé. Ok, donc, oui, il y a quoi? En haut. Mais il n'y a rien en haut, il y a l'implémentation en fait. Non, c'était juste pour monter. On va y revenir. Le point fil reçoit ceci en fait nous évite vraiment de saisir encore les informations de la ville. On appelle tout simplement saisie de ville qui est en IV. Avec ça, nous avons saisi ici l'âge de l'établissement, le nom de l'établissement, et les informations de la ville. C'est bon? C'est bon, Halim? C'est bon, ça va? Donc c'est pas moi. C'est pas moi. Combien ça ira? Ok, on gère rapidement l'autre maintenant et on va voir également comment on fait pour gérer l'autre. Bon, c'est pas du tout loin parce que le loin de cette méthode, il n'y a pas de guidon, on dit tout simplement les propriétés. Ça c'est au niveau du résultat. Bon, là je vais, voilà, bon, c'est résultat M. Ah non, ça manque l'affichage. Au niveau de ville M. Oui, il y a l'affichage en fait. L'affichage c'est directement console. Point right line. On précise quoi? ID. Non, pas ville mais l'établissement. ID de l'établissement. Je prends capital plus ça sera 2 points le numéro établissement numéro on donne le numéro puis on passe à la gestion du nom de l'établissement. Enfin, ce qui reste maintenant, c'est la gestion de... Ouais, bon, c'est pas grave, on peut le gérer. Là, ça sera
ID de la ville de l'établissement. Ça sera E.ville. Voilà, très bien. Get ID. Parce que là, on a été avec les getters. Là, maintenant, c'est nom de la ville de l'établissement. Get nom. Ça, c'est numéro pour le numéro. Nom de l'établissement. Ça, c'est la ville de l'établissement, mais on doit obtenir les informations. Je pouvais aussi instancier la classe e-ville1 et après la mettre en lui passant quoi E.ville. Ça également, c'était possible. Au lieu d'écrire ces deux lignes. Voilà, je vais également tester ça. Bon. Le résultat, c'est pas grave, moi je peux le sauter parce que de toute façon, si vous comprenez, vous allez comprendre. Voilà. On passe maintenant peut-être à l'héritage. Voilà. En étant là, on utilise le mot clé super, ici on utilise le mot clé base. Il y a trois mots. Il y a base, il y a super, il y a parent. Java utilise super, C# utilise base, PHP utilise parent. On dit ceci, classe mère, classe de base, pour super classe. Chaque langage maintenant prend un mot. Ça va, on avance? Voilà, bon, donc je vais au niveau de main. Bon, ça, oui. Ah, ok, c'est ça que je voulais commenter. Hein. Bon, je commande les deux lignes, e-ville et l'affichage ainsi que la saisie. Cette fois-ci, je vais appeler I établissement. IE est égal à new établissement M. IE point affichage entre parenthèses reçoit IE point saisie. Idée de l'établissement. Établissement numéro 1. Nom de l'établissement. IKGI. Ville. ID ville. Ville numéro 1. Nom de la ville. Dakar. Nom de l'établissement A. Alors, numéro de l'établissement A. Nom de l'établissement IKGI. Idée de la ville de l'établissement A. Nom de la ville de l'établissement Dakar. Donc ça marche. C'est-à-dire, tu dis combo. Ah, les checkbox. Checkbox. Non, ça il faut créer application Windows Phone ou bien WPF. L'application là, c'est pour le moment c'est console. Il ne te montre pas en fait l'interface. Ça, il faut créer une autre application Windows Phone ou bien WPF avec interface graphique quoi. Mais ça, on va avec les bases de données. Bien quoi. Un menu, oui, tu choisis, c'est possible. Ah oui, mon oui, c'est possible.
C'est possible. C'est possible. Tu affiches le menu. On te montre les villes et tu en demandes 1, ville 1, ainsi de suite. Tu tapes sur l'entrée, on choisit la ville. Bien sûr, c'est possible. Hein? Oui, ok, ça marche. Ça marche, c'est bon. Vidéo, ouais. Ah, c'est fixe. Bon, c'est bon pour cette partie, peut-être pour que la vidéo ne soit